Lors de Thanksgiving, ils m'ont exclu de la famille par un vote. J'ai répondu avec un classeur. À l'intérieur, plus de 78 000 $ de soutien, des années à être utilisés. Et tout le monde a applaudi. J'ai souri doucement et j'ai dit, alors j'imagine que vous n'aurez pas besoin de ça. J'ai posé un classeur sur la table. Au moment où elle l'a ouvert, elle a hurlé. Avant de découper la dinde, lança Nathalie en se levant de sa chaise avec un air satisfait et calculé, il y a quelque chose que nous devons dire. Le silence s'est instantanément installé. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Mon estomac s'est noué. Je reconnaissais ce ton. C'était le même que celui que ma mère utilisait pour me punir à 14 ans, pour une fête à laquelle je n'avais même pas assisté. On a voté, expliqua-t-elle en regardant tout le monde, comme une reine de beauté sur le point d'être couronnée, et on a décidé que tu ne faisais plus partie de la famille. Silence. Puis des applaudissements. Ma cousine Laura a applaudi comme à un concert. Mon oncle Mitch a levé son verre pour trinquer. Même ma mère a ri et a dit, il fallait bien que quelqu'un le dise. Je suis resté figé, les yeux fixés sur mon assiette. La farce avait refroidi, mais mon sang, lui, bouillonnait. Mon père ne m'a même pas regardé. Il a simplement bu sa bière et murmuré, c'est sûrement mieux comme ça. Waouh, ai-je soufflé en repoussant lentement ma chaise. Vous avez vraiment répété cette scène? Nathalie a élargi son sourire. Tu as toujours été toxique. On en a juste marre de faire semblant. Tu ne fais pas partie de la famille, expliqua ma mère en se servant de la sauce au canneberge, comme si l'on parlait de la météo. C'est unanime. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a pris ma défense. Pas un seul mot. Très bien. J'ai répondu doucement. Puis j'ai ouvert mon sac à dos. Je me doutais que ça arriverait, ai-je dit en sortant un classeur épais que j'ai soigneusement posé au centre de la table. Le bruit sourd qu'il a fait a coupé net les rires. Nathalie a cligné des yeux. C'est quoi ça? J'ai souri en m'adossant à ma chaise, bras croisés. Pourquoi tu n'irais pas voir par toi-même? Elle s'est jetée dessus et l'a ouvert brutalement. Son visage s'est tordu dans ce rictus sarcastique qu'elle arborait toujours quand elle croyait avoir gagné. Puis elle a tourné la première page. Et a cessé de sourire. Son teint est devenu livide. Ses yeux ont balayé la page suivante, puis celle d'après. Ensuite elle a crié. Pas juste crié. Un hurlement digne d'un film d'horreur. Sa chaise a basculé en arrière. Elle s'est levée d'un bond, claquant le classeur comme s'il l'avait brûlé. Espèce de monstre, s'est-elle écriée. T'es complètement malade, tordu. Des halètements ont traversé la table. Joël, son mari, a attrapé le classeur et l'a ouvert. Sa mâchoire s'est affaissée. Il m'a fixé. C'est. J'ai hoché la tête. C'est entièrement vrai, ai-je dit. Chaque mot, chaque reçu, chaque capture d'écran. La table est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une fourchette tomber dans la cuisine. Ma mère ouvrait la bouche sans qu'aucun mot n'en sorte, comme un poisson hors de l'eau. Vous étiez tellement sûr que je ne me défendrais pas, ai-je murmuré en me levant lentement. Tellement convaincu que je resterais la discrète, le paillasson, la vache à lait. Mais devinez quoi? Je me suis penché et j'ai regardé Nathalie droit dans les yeux. Votre petit spectacle, c'est fini. Tu veux savoir ce qu'il contenait, ce fameux classeur? J'y viendrai. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer comment on en est arrivé là. Nathalie ne s'est pas réveillée un matin en réalisant que je n'étais pas sa famille. Cette conclusion s'est construite au fil des années, brique après brique, remarque après remarque, trahison après trahison. Je n'ai jamais été leur préféré. Même pas proche. Nathalie était l'étoile, la fille modèle. Bonne note. Sourire éclatant. Elle savait captiver une pièce, mentir sans ciller et en être applaudie. Moi, en revanche, je restais discrète, réservée. Je ne cherchais pas l'attention. Et ils ont détesté ça. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse. J'ai quitté la maison à 19 ans. J'ai payé mes études moi-même. J'ai travaillé 2 emplois, je n'ai jamais demandé d'aide. Pendant ce temps, Nathalie a échoué 2 filières. Elle est partie en Europe pour se trouver, puis elle est rentrée et a épousé Joël, l'équivalent humain d'un profil LinkedIn en blazer. Et pour leur mariage? J'en ai payé la moitié. Mes parents n'en avaient pas les moyens. Pourtant, ils ont réussi à s'offrir 2 semaines de vacances juste après. Je ne me suis jamais plainte. Jamais. Même lorsqu'ils plaisantaient en disant que j'étais la comptable de la famille.
J'ai continué à aider. J'ai contribué à l'opération dentaire de papa. J'ai envoyé de l'argent quand maman a prétendu que la facture de chauffage était en retard. J'ai même financé une partie des frais de scolarité de ma cousine Laura, quand elle n'avait pas obtenu de bourse. Il disait toujours merci. Oui, bien sûr. Mais avec ce ton-là. Celui de la personne qui ajoute, eh bien, évidemment que tu aiderais, tu n'as pas de famille à toi. Et peut-être que c'est ça, justement, qui a tout causé. Tu vois, je suis célibataire. Pas d'enfant, pas de conjoint. Pas de drame. Il n'y a que moi, mon travail et mon chien. Et dans leur esprit, cela voulait dire que je n'avais rien de mieux à faire que de financer leur catastrophe. Nathalie me traitait comme si j'étais sa solution de secours personnel. Quand Joël a perdu son emploi, elle m'a appelé en premier. Juste un petit prêt. Quand sa voiture est tombée en panne, tu gagnes 6 chiffres, c'est quoi 2000 $? Quand son enfant avait besoin d'une thérapie non couverte par l'assurance, devine qui elle a appelé. J'ai toujours été prête à aider. Toujours. Parce que je me persuadais que c'était ça, la famille. Mais aider est devenu une obligation. Puis une attente. Puis une exigence. Au début, c'était discret, des blagues à double sens pendant les repas. Oh, tu as apporté du vin? Tu dois pouvoir te permettre du bon vin. Bien sûr que tu es arrivé en avance, tu n'as pas d'enfant à gérer. J'aimerais pouvoir travailler tard tous les soirs, moi aussi, pour éviter mon mari. Puis les choses ont empiré. Tu es tellement froide. Peut-être que c'est pour ça que tu es toujours seule. Tu ne comprends pas le vrai stress. Tu n'as pas de vraie vie. Tu es juste amère parce que personne n'a besoin de toi. Sauf qu'ils avaient besoin de moi. Constamment. Financièrement. En silence. Derrière des portes closes. Puis il y a eu le texto de Nathalie. Et, tu pourrais co-signer un prêt pour une petite entreprise. Joël et moi, on veut ouvrir un café bien-être. Moi, non, Nathalie. Réponse, vraiment? Puis plus rien. C'était il y a 3 mois. Depuis, j'ai eu droit à l'indifférence. Maman a arrêté de m'appeler. Papa a réduit ses messages à un seul mot. Personne ne m'a invité au dernier repas de famille. Nathalie m'a bloqué sur les réseaux sociaux après que j'ai partagé une histoire sur le fait de s'éloigner des personnes toxiques. Mais je ne me suis pas apitoyé. À la place, j'ai commencé à rassembler les preuves. Littéralement. Car je garde tout. Relevé bancaire, transfert, email, capture d'écran, date. Je ne suis pas stupide. Et rien que sur les 5 dernières années. J'ai envoyé près de 78 000 $ à divers membres de ma famille. 8 000 pour la rééducation de Joël. 2 300 pour une urgence dentaire de Nathalie, qui s'est révélée être de simples facettes esthétiques. 1 500 pour l'opération du dos de mon père. 12 000 pour les dettes de carte de crédit de ma mère. 6 000 pour les frais d'installation de Laura à l'université. 4 500 pour une soi-disant urgence familiale, qui s'est avérée être un voyage à Cabo. Et ce n'était pas une seule fois. Aucun d'eux n'a proposé de me rembourser. Ils ont simplement pris. Et lorsque j'ai cessé de donner, ils ont conclu que le problème venait de moi. Alors j'ai créé ce classeur. Toutes les confirmations de virement sont incluses, chaque email, chaque SMS réclamant de l'argent. Nathalie m'a accusé d'être sournoise devant son ami après que j'ai refusé un prêt. J'ai listé, dans l'ordre chronologique, chaque paiement important effectué au cours des 5 dernières années. Et pour couronner le tout, j'ai joint des captures d'écran de leurs publications moqueuses sur Facebook et Instagram. J'ai des preuves de Nathalie m'appelant, vache à lait sans colonne vertébrale, dans un fil de commentaires privés dont elle ignorait que j'avais accès. Oui, c'est ça qu'elle a vu en ouvrant le classeur. C'est ça qui lui a arraché ce cri. Nathalie n'a pas seulement été exposée. Elle a été démantelée, fait après fait, ligne après ligne, page après page. Pendant ce temps, le reste de la famille réalisait ce qu'ils avaient fait. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Joël, lui, a lu la ligne indiquant 4 200 $ pour couvrir la carte de crédit de Nathalie utilisée dans un hôtel à Santa Monica avec une certaine Alissa, et s'est contenté de demander « C'est quoi ça ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Car pour la première fois, je ne me protégeais pas. Je leur montrais simplement la vérité. « Tu gardais des traces ?» demanda enfin ma mère, la voix tremblante. « De tout ?» Je me suis tourné vers elle, aussi calme que toujours. « Tu n'as jamais rien retenu. Alors il fallait bien que quelqu'un le fasse.
Nathalie était toujours debout, toujours pâle, les poings serrés le long du corps. Son regard, tremblant, s'est braqué sur moi. Ce dossier est une violation, dit-elle. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit, ai-je répété en me levant lentement. Tu viens de déclarer devant toute cette famille que je ne faisais plus partie de la famille. Vous avez tous applaudi. Et maintenant, tu es contrarié parce que j'étais préparé? Joël a tourné une autre page. C'est quoi ça, à propos de Santa Monica, demanda-t-il, la voix tendue. La tête de Nathalie s'est brusquement tournée vers lui. Ne commence pas. C'est qui, Alissa, l'interrogea-t-il. Pourquoi étais-tu dans un hôtel pendant 3 nuits avec ma carte de crédit? Son silence faisait plus de bruit qu'aucune réponse. Attendez, intervint ma mère, levant les mains. On peut tous se calmer et être raisonnable? D'accord, ai-je dit. Soyons raisonnables. Parlons du jour où tu m'as traité de parasite en encaissant le chèque que je t'avais envoyé. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas juste, on était sous pression. Non, ai-je coupé. Vous étiez stressé et j'ai toujours tout réglé. Et la première fois que je dis non, je deviens l'ennemi. Mon père, silencieux jusque-là, a enfin ouvert la bouche, tu exagères tout ça. Je me suis tourné vers lui, la voix plus basse. Tu leur as laissé faire ça pendant des années. Tu savais. Tu voyais. Tu entendais. Et tu as laissé faire, parce que c'était plus simple que de les confronter. Il ne m'a pas contredite. Nathalie a frappé la table de sa main. Tu es juste amère parce que plus personne n'a besoin de toi. Faux, ai-je répondu, amèrement. Je ne suis pas amère. Je suis libre. Elle a ri d'un rire sec. Tu es pathétique. Tu te rends compte de l'effet que ça donne? Un classeur, des impressions d'écran, tu penses que ça fait de toi une victime? Tu prouves juste que tu es une maniaque du contrôle. Et toi, tu prouves, ai-je répliqué, que tu ne t'intéressais à moi que quand je payais vos factures. Tu n'as pas le droit de jouer les martyrs, cria-t-elle. Tu as choisi d'aider. Personne ne t'y a forcé. Et pourtant, ai-je murmuré en m'approchant, vous l'attendiez à chaque fois. Jusqu'à ce que ça ne soit plus une aide, mais une obligation. Et quand j'ai arrêté, vous m'avez exclu. Ma voix s'est brisée, non pas de tristesse, mais de rage. Vous ne vouliez pas une sœur. Vous vouliez un portefeuille sur pattes. Joël s'est levé en tenant le classeur. C'est vrai, demanda-t-il à Nathalie. Tout ça? Elle l'a regardé, mais pour la première fois, elle n'a rien dit. Pas de larmes forcées. Pas de justification. Juste un silence. Tu m'as menti, dit-il. À propos de l'hôtel, de l'argent et de lui. Tu me disais qu'il était fou. J'étais obligé, s'exclama-t-elle. Il retournait tout le monde contre moi. Je ne faisais rien, ai-je dit. Tu l'as fait toute seule. La pièce est redevenue silencieuse. Puis ma mère s'est penchée et a tenté encore une fois. Sa voix s'était adoucie. Chérie, on a peut-être réagi de manière excessive. Mais ça reste la famille, et les familles se disputent. Mettons tout ça derrière nous. Je l'ai interrompue. Tu ne comprends pas, elle a cligné des yeux. Quoi? Je ne cherche pas la paix. Je ne demande pas le pardon. Je vous dis que j'en ai fini. Nathalie a levé les yeux au ciel. Oh, arrête de faire comme si c'était un grand moment. Tu as déjà dit ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas comme ça. J'ai sorti une enveloppe de la poche de mon manteau. Et maintenant, demanda mon père, visiblement épuisé. J'ai jeté l'enveloppe sur la table. Joël l'a attrapée avant qu'elle ne glisse. Il l'a ouverte, a lu la première ligne, ses yeux se sont agrandis. Qu'est-ce que c'est que ça, murmura-t-il. J'ai répondu à sa place. Procuration pour maman, révoquée. Mandat médical, révoqué. Contact d'urgence, supprimé. J'ai déjà signé tous les papiers. Je ne suis plus légalement ni émotionnellement responsable d'aucun d'entre vous. Ma mère a émis un hoquet. Tu coupes complètement les ponts? Complètement, ai-je répondu. À partir de maintenant. Tu es égoïste, dit-elle, les larmes aux yeux. On a fait des erreurs, mais on reste ta famille. Je me suis tourné vers elle, et ma voix est redevenue calme, posée, définitive. Non. J'ai attrapé mon manteau. J'ai jeté un dernier regard vers eux avant de franchir la porte, les laissant au milieu du dîner de Thanksgiving, stupéfaits, silencieux, entourés de plats froids et de vérités amères. Je suis parti, et je ne me suis pas retourné.
Non pas parce que ce n'était pas douloureux. Ça l'était. Mais quand j'ai refermé cette porte derrière moi, quand j'ai quitté le perron et respiré l'air glacé de la nuit, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Je ne suis pas rentré directement chez moi. Je me suis arrêté au bord d'un lac où j'allais souvent quand j'étais enfant, là où papa m'emmenait pêcher. Je suis resté assise, en silence, à contempler l'eau paisible. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. Rien ne réclamait mon attention. Il n'y avait ni culpabilité, ni pression. Personne n'attendait de chèque, de service, de faveur. Juste du calme. Le matin suivant était silencieux. Le jour d'après, rien non plus. Mais le troisième jour, les messages ont commencé. D'abord ma mère. Un appel manqué. Puis un autre. Puis un message vocal, tu es sérieuse? On était en colère, mais on reste ta famille. Je n'ai pas répondu. Ensuite, Nathalie a envoyé des textos, tu ne réalises même pas ce que tu as fait. Joël demande le divorce. Tu es contente? Tu as un vrai problème. Puis mon père, tu es allé trop loin. On a tous dit des choses qu'on regrette, mais ce que tu as fait, c'était nucléaire. Ta mère est en miettes. Viens réparer ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Et honnêtement, je m'attendais à culpabiliser. Je m'imaginais retourner dans mon lit, tourmenté, me demandant si j'étais allé trop loin. Mais à la place, j'ai dormi mieux que jamais. Je n'avais plus à douter de chaque message, plus à attendre que la prochaine catastrophe me tombe dessus. Plus de sollicitations nocturnes sur Venmo déguisées en urgence. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais entendre mes propres pensées. J'ai recommencé à me lever tôt, à aller courir, à préparer mon café lentement. J'ai pris des rendez-vous que je repoussais depuis des années, dentiste, médecin, même un psychothérapeute. Pas parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais enfin libre de prendre soin de moi. J'ai réécrit mes contacts d'urgence. J'ai retiré mes parents. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai gelé tous les comptes communs auxquels ils avaient accès. J'ai bloqué Nathalie sur toutes les plateformes. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une manière de clore un chapitre. Une semaine après Thanksgiving, j'ai reçu un message de Laura, ma cousine, celle qui avait applaudi quand il m'avait exclu. Je ne savais pas que tu avais payé mes frais de scolarité. Je suis désolé. J'ai suivi le mouvement. Tu as toujours été celle qui aidait vraiment. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai relu 2 fois. Puis, autre surprise, un message de Joël. J'ai déposé les papiers. Tout dans ce classeur s'est révélé exact. Elle a trompé, menti, manipulé. Pas seulement toi. Moi aussi. Il a ajouté, tu as eu raison. J'aurais dû partir bien plus tôt. Je ne m'y attendais pas, mais ce message m'a touché. Quelques jours plus tard, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai postulé pour un emploi dans une autre ville. Pas parce que je fuyais, mais parce que j'étais enfin libre. Fini les tu devrais rester près de la maison. Fini les qui va s'occuper de si tu pars? J'ai commencé à reprendre contact avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Des personnes dont je m'étais éloigné, car j'étais toujours absorbé par les problèmes familiaux. Et le plus fou, c'est que certains d'entre eux avaient vu mon message sur Reddit. Ils m'ont écrit simplement pour dire « On est fiers de toi ». C'était courageux. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne m'a fait culpabiliser. Personne n'a tenté de retourner la situation. Juste du soutien. Simple. Honnête. Pur. Quelqu'un m'a demandé « Tu ne le regrettes pas ?» J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu « Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Je pensais que c'était la fin. Et d'une certaine façon, ça l'était. Mais avec des gens comme eux, rien ne reste paisible bien longtemps. Surtout quand les enfants commencent à ressentir les effets de ton absence. Les premières semaines après Thanksgiving ont été calmes. Magnifiquement, terriblement calmes. Aucun appel. Aucune culpabilité. Juste la paix. Jusqu'à Noël. Le 22 décembre, j'ai reçu un message de ma mère. Juste une photo. Leur salon, décoré de chaussettes de Noël, un sapin à moitié orné trônant au centre, et un grand vide là où d'habitude s'empilent les cadeaux. Ce n'est pas pareil sans toi, disait la légende. Ellie se demande sans cesse pourquoi son oncle ne vient pas cette année. Je suis resté à fixer l'écran pendant un long moment. Aucune excuse. Aucune prise de responsabilité.
Juste ce même ton manipulateur. Regarde ce que tu as fait. Regarde qui tu fais souffrir. Je n'ai pas répondu. Nathalie a tenté de m'appeler le 23 décembre. J'ai laissé sonner. Elle a ensuite envoyé un message, je sais que j'ai déconné. Mais tu n'as pas à punir tout le monde. S'il te plaît, viens pour Ellie. Elle te manque. 2 minutes plus tard, et puis, maman et papa sont en retard sur leur prêt immobilier. Je sais que tu t'en fiches maintenant, mais la banque a appelé aujourd'hui. Je me suis dit que tu voudrais le savoir. Voilà. La demande. Toujours enveloppée dans un manteau de culpabilité. Toujours parfumée d'une tendresse feinte. Mais toujours conclue par une requête. J'ai bloqué ce numéro le 24 décembre à midi. Papa a envoyé un autre message, tu as fait passer ton message, on a compris. Mais ça suffit. Nous avons besoin d'aide. Nous sommes quand même ta famille, ton sang. Ce soir-là, je me suis assis seul devant la cheminée, un verre de vin à la main. J'ai regardé autour de mon petit appartement. Il n'y avait ni sapin, ni bruit. Juste moi, et cette solitude qu'il disait capable de me détruire. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été reconnaissant pour ce silence. Mais ce n'était pas encore la fin. En janvier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Par habitude, j'ai décroché. « Est-ce que je parle à Daniel ?» demanda une voix d'homme. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Marc, dit-il. J'appelle de la part de votre père. Il m'a indiqué que vous étiez le directeur exécutif de la fiducie familiale. » Je me suis figé. J'avais retiré ce rôle 2 mois plus tôt. J'ai répondu que cela avait été finalisé par l'avocat de la famille, et que mon nom n'apparaissait plus nulle part. L'homme s'est arrêté. Je vois. Votre père m'a dit qu'il ne parvenait pas à vous joindre directement, et m'a demandé d'explorer d'autres options. Voilà, bien sûr. Nathalie et mes parents n'avaient plus aucune solution. Le distributeur était fermé. Le filet de sécurité avait disparu. Il leur fallait désormais faire preuve de créativité. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. Mais la goutte d'eau, celle de trop, est arrivée en février. J'ai reçu une enveloppe manuscrite par la poste, sans adresse d'expéditeur. Mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture de ma mère. À l'intérieur, il y avait une lettre de 3 pages. La première page parlait de regrets, nous avons dit des choses sous le coup de la colère. Tu as toujours été le pilier. Nous n'avons jamais compris à quel point nous comptions sur toi. La deuxième page parlait de culpabilité, la santé de ton père décline. Nathalie est complètement seule maintenant. Ellie nous inquiète, elle a du mal. Et la troisième page était l'hameçon, nous vendons la maison, mais nous sommes en déficit sur le prêt. Nous avons juste besoin d'un petit coup de main pour passer ce cap. Ensuite, nous ne demanderons plus jamais rien. S'il te plaît Daniel, fais-le pour ton père, pour la famille. Je suis resté longtemps avec cette lettre dans les mains, me permettant de ressentir tout ce qu'il voulait que je ressente, le poids de la responsabilité, la douleur de l'obligation, et le besoin désespéré de réparer ce qui était brisé. Puis j'ai replié la lettre, me suis levé, suis allé dans la cuisine, et je l'ai jetée. La vérité, c'est qu'il ne demandait pas de l'aide. Il demandait à avoir de nouveau accès à moi. Il ne voulait pas que je revienne dans la famille. Il voulait la version de moi qui ne disait jamais non. Celle qui payait en silence, qui se sacrifiait en silence, et qui souffrait en silence. Mais cette version de moi n'existe plus. Je ne suis plus leur bouc émissaire. Je ne suis pas le roi aux œufs d'or. Je ne suis pas le ruban adhésif qui maintient leur maison cassée en un seul morceau. J'en ai terminé. Ce qui les effraie le plus, c'est que je suis capable de vivre sans eux. J'ai décroché un nouvel emploi et j'ai déménagé dans une nouvelle ville, un logement plus grand, un nouveau départ. J'ai commencé à aider les autres le week-end. Pas parce que quelqu'un en avait besoin, mais parce que j'en avais envie. J'ai créé une vie où personne ne m'appelle à 23 heures pour couvrir une erreur qu'ils refusent d'admettre, une vie où mon indépendance n'est pas punie, où ma gentillesse n'est pas utilisée comme levier. Je ne regrette pas de les avoir aidés. Ce que je regrette, c'est d'avoir mis si longtemps à arrêter. Tu veux savoir ce que c'est, la vraie tranquillité? Ce n'est pas être entouré de famille. C'est être débarrassé de ceux qui ne t'appellent, famille, que quand ils ont besoin de quelque chose. Mise à jour, plusieurs mois plus tard, je ne pensais pas que ce message recevrait autant d'attention. Honnêtement, j'avais juste besoin de l'écrire quelque part. Mais j'ai lu chaque commentaire. Ceux qui m'ont dit, tu as été courageux. Ils ne te méritaient pas, merci. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de l'entendre,
jusqu'à ce que je le lise. Et pour ceux, rares, qui ont demandé, et s'ils changeaient? Je me suis posé la même question. Cela fait maintenant plusieurs mois. Ils n'ont pas changé après que je les ai coupés. Pas après le classeur. Pas après les cris. Pas après le silence. Pas après les lettres. J'espérais que quelqu'un comprendrait. Qu'il réfléchirait. Qu'il dirait, nous sommes désolés. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés silencieux un moment. Puis ils sont devenus stratégiques. Ensuite, désespérés. Et finalement, agressifs à nouveau. Mais moi, je me suis libéré. Depuis, j'ai déménagé. J'ai un emploi qui ne me tient plus éveillé la nuit. J'ai commencé une vraie thérapie. Celle où l'on cesse d'essayer de réparer tout le monde, et où l'on apprend enfin à s'asseoir avec soi-même. Je cuisine pour moi maintenant. Je dors mieux. Je sors plus souvent. Je ne sursaute plus quand le téléphone sonne. Et oui, je pense à Ellie. À ce qu'on lui apprend. À ce qu'elle grandira en croyant normal. Mais je sais aussi une chose, je suis l'exemple de quelqu'un qui, enfin, en a eu assez. Il y a quelques jours, j'ai reçu une autre note manuscrite de ma mère. 3 mots. Nous sommes toujours une famille. Sans contexte, sans excuse, sans changement. Juste l'hameçon habituel. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni chagrin. Juste rien. Je l'ai jeté à la poubelle et j'ai préparé le dîner. Alors me voilà de retour ici. Parce que cet espace m'a offert une clarté inattendue. Des inconnus m'ont vu plus clairement que ne l'a jamais fait ma propre famille. Alors voici ma question, ai-je bien fait de couper les ponts? De soulager le poids que je portais et de dire non avec fermeté? Ai-je été trop froide ou simplement épuisée d'être la seule à tout maintenir debout? Je ne sais pas. Mais je sais ceci, pour la première fois de ma vie, je ne me contente pas de survivre. Je vis. Merci de m'avoir lu. Merci de m'écouter encore. Merci de regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer des récits bouleversants et réels qui se déroulent autour de vous.